Des dizaines de milliers de personnes ont travaillé ici à la construction de la pyramide. Où se trouvait leur logement? Dans un long couloir à l'intérieur de la dernière des 7 merveilles du monde antique, encore debout, la grande pyramide de Gizeh. Depuis des générations, on attribue aux anciens Égyptiens la construction de cette merveille colossale. Mais si cette histoire n'était que partiellement vraie, et si ces monuments impressionnants existaient déjà et que les Égyptiens se les étaient simplement appropriés? Aujourd'hui, nous explorons des théories audacieuses, révélons de nouvelles preuves stupéfiantes et remettons en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des plus grandes merveilles du monde. Une nouvelle découverte à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh est, à mon avis, la découverte la plus importante du XXIe siècle. L'entrée cachée et les profondeurs de la grande pyramide. Il y a plus de 4500 ans, Khufu régnait sur la 4e dynastie égyptienne et sa pyramide domine encore aujourd'hui le plateau de Gizeh. Mais à l'époque, l'édifice ne ressemblait pas aux marches usées que l'on voit aujourd'hui. Il était entièrement recouvert de calcaire de Toura, lisse et d'un blanc éclatant, poli à la perfection et reflétant la lumière du soleil comme un immense miroir. Chaque joint, chaque porte, chaque détail caché était enfoui sous ce revêtement, lui donnant l'apparence d'un bloc de pierre parfait, impénétrable. Avec le temps, cette couche extérieure s'est érodée, ne laissant apparaître que le noyau brut que nous connaissons aujourd'hui. Mais savoir qu'il s'agissait autrefois d'un monument parfaitement scellé est essentiel pour comprendre son mystère. Pendant des siècles, personne n'a pu en apercevoir l'entrée. La véritable porte se trouve sur la face nord, à environ 17 mètres du sol, à quelques 8 mètres à l'est du centre. À l'époque où le revêtement lisse était encore en place, elle se fondait si parfaitement dans le paysage qu'on pouvait se tenir juste devant sans la remarquer. Des écrits anciens mentionnaient l'existence d'un bloc caché qu'il suffisait de déplacer pour y accéder. Mais au Moyen Âge, ce secret était perdu depuis longtemps. Tout ce que l'on savait, c'est que le monument était hermétiquement scellé, ce qui rendait l'obscurité qui y régnait encore plus intrigante. Vous savez, au IXe siècle, la grande pyramide avait encore ses pierres de parement en place, mais un calife arabe, le calife Al-Mamoun, avait déjà remarqué que d'autres pyramides avaient leur entrée sur la face nord. Personne ne savait où se trouvait l'entrée de la grande pyramide, mais il supposa que c'était là l'endroit le plus connu. L'histoire la plus célèbre de son intrusion remonte à l'an 820 de notre ère, lorsque l'abbasside calife Al-Mamoun vint chercher trésors et secrets. Les récits des premières incursions dans les tombeaux datent du IXe siècle, lorsque le calife Al-Mamoun et sa bande pénétrèrent dans la grande pyramide à coups de masse. Ils n'y trouvèrent rien. Ces hommes commencèrent à creuser dans la face nord, il y a environ 7 mètres au-dessus de la base, creusant un tunnel directement dans le calcaire plus tendre. La légende raconte qu'ils entendirent un craquement sonore, le bruit d'un bouchon de pierre caché qui se déplaçait, et qu'ils suivirent ce bruit jusqu'à atteindre le passage d'origine. Les historiens débattent encore de la véracité de cette partie, mais le tunnel qu'ils ont creusé est authentique. Aujourd'hui encore, les touristes empruntent ce tunnel de brigands avant de rejoindre les anciens couloirs. Dès l'entrée principale, la première partie à l'intérieur est étonnamment petite. Le passage descendant présente une pente d'environ 26,5 degrés. Haut d'un peu moins de 1,2 mètre et large d'environ 1 mètre, il oblige la plupart des gens à se baisser et les sacs à dos peuvent frotter contre les parois. Ce passage étroit traverse le cœur de la pyramide et se prolonge dans la roche-mère, formant un chemin rectiligne que les anciens Égyptiens croyaient mener aux enfers. En descendant, on a l'impression de glisser lentement dans le silence. Après plus de 90 mètres, la pierre de taille laisse place au calcaire naturel. Vers la fin, le sol s'aplanit en un court passage étroit qui débouche sur une pièce creusée à même la roche. La chambre souterraine, aussi appelée la fosse. Et je pense que le cœur de cette structure est cette chambre souterraine, située à une trentaine de mètres sous la base de la grande pyramide. C'est une chambre rudimentaire et inachevée, avec un sol irrégulier et des murs grossiers, comme si les travaux avaient été interrompus. Elle se situe à environ 27 mètres sous la base de la pyramide. Elle mesure environ 14 mètres de long d'est en ouest, 8 mètres de large du nord au sud et jusqu'à 4 mètres de haut. En face de l'entrée,
Un étroit couloir s'étend sur environ 11 mètres vers le sud, oblique légèrement, puis se poursuit sur 5,5 mètres avant de s'interrompre brutalement dans la roche. Nul ne sait pourquoi il s'arrête là. Certains pensent qu'il s'agissait d'une chambre funéraire abandonnée, tandis que d'autres y voient un symbole représentant le monde souterrain. Ce qui est certain, c'est qu'aucun corps de pharaon n'a jamais été découvert ici, ni ailleurs dans la pyramide de Khufu. Du côté est du sol se cache un autre mystère. Un profond puits artificiel appelé le puits de Pering. Dans les années 1830 et 1840, des explorateurs l'ont creusé plus profondément, espérant y trouver le lac souterrain décrit par l'historien grec Hérodote. Ils ont fini par atteindre la nappe phréatique, mais n'ont découvert ni lac caché, ni chambre secrète. Au fil des ans, les eaux de pluie des orages ont déferlé dans le passage descendant et l'ont rempli de gravats et de débris. En remontant ce passage, avant d'atteindre la chambre, se trouve une autre structure, un conduit vertical brut appelé le puits. Il n'est ni poli ni orné. On dirait un raccourci pratique, taillé dans une pierre plus tendre pour relier les passages inférieurs au niveau supérieur. Il pourrait s'agir d'une voie de service, d'une sortie de secours, voire d'un tunnel d'évasion. Quel que soit son usage, il relie les profondeurs souterraines aux parties supérieures de la pyramide. Lorsqu'on observe l'ensemble du système inférieur, une chose est claire. Il était conçu pour être caché et difficile d'accès. L'entrée, haute et décentrée, était enfouie sous un revêtement blanc lisse. Le premier passage obligeait quiconque y pénétrait à se courber longuement dans la roche-mère pour aboutir à une chambre rugueuse et résonnante, avec un tunnel sans issue et une fosse profonde. Même le puits semble avoir été creusé à la hâte. C'est comme si les bâtisseurs avaient voulu que ce lieu paraisse brut, ancestral et intimement lié à la terre, tout en le rendant presque invisible de l'extérieur. Aucune inscription ancienne n'explique sa construction ainsi. Ce manque de réponse contribue à rendre ce système inférieur caché si fascinant. Et ce n'est que le début. Nous quitterons ensuite les profondeurs obscures et silencieuses pour grimper vers les passages joints condamnés et les merveilles d'ingénierie qui forment. Le véritable cœur de la pyramide de Khufu. Ascension vers le cœur de la grande pyramide. À mi-chemin de cet étroit couloir en pente à l'intérieur de la grande pyramide, quelque chose change. Le chemin lisse qui menait régulièrement vers le bas bifurque soudainement vers le haut. Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Lors de la construction de la pyramide, l'extrémité inférieure de ce passage ascendant fut scellée par d'énormes blocs de granit. Les premiers explorateurs ont découvert qu'environ 4,5 mètres de la galerie étaient encore entièrement remplis de ces lourds bouchons de granit rouge. La pente de ce passage caché correspondait presque exactement à celle du passage descendant, à environ 26,5 degrés, ce qui prouve qu'il faisait partie d'une conception précise et non d'un changement de direction aléatoire. Une fois la section au bouchon de granit franchie, l'espace s'ouvre sur l'un des sites les plus spectaculaires de toutes les pyramides, la Grande Galerie. Imaginez une rampe de pierre abrupte, d'environ la moitié de la longueur d'un terrain de football, s'étendant sur 46 à 47 mètres de long et culminant à près de 9 mètres de haut. Au centre, une rampe étroite d'environ 1 mètre de large s'étend sur toute sa longueur. De part et d'autre, des corniches de pierre continues, semblables à de longs bancs, sont chacune percées de dizaines d'encoches rectangulaires. Les murs ne sont pas verticaux. Ils s'élèvent en gradins sur 7 niveaux superposés, créant ainsi une structure en escalier, forme haute et étroite. Le plafond ci-dessus est un autre exemple d'ingénierie ingénieuse. Les dalles de toiture sont inclinées légèrement plus que le plancher et fixées par des encoches, de sorte que leur poids s'appuie sur les murs latéraux plutôt que verticalement. Ce procédé ingénieux empêche la toiture de se fissurer sous son propre poids. Ces corniches et rainures n'étaient pas décoratives. À la fin du 19e siècle, le célèbre géomètre Flinders Petrie les a mesurées avec précision. Il a remarqué une alternance de segments longs et courts dans leur espacement, ainsi que de petites entailles en forme de cliquets dans les joints de la toiture. On ignore précisément ce qu'elles contenaient autrefois, mais leur précision laisse supposer qu'elles servaient à soulever ou à fixer de lourds blocs.
La Grande Galerie semble avoir été un espace de travail conçu pour d'importants travaux de construction à l'intérieur de la pyramide. À mi-hauteur de cette grande salle, un petit passage horizontal bifurque vers le centre de la pyramide. En le suivant, on arrive à la chambre de la reine. Cette pièce, revêtue de calcaire blanc lisse, paraît beaucoup plus petite que la galerie, environ 5,7 mètres de long, 5,2 mètres de large et près de 6 mètres de haut à son point le plus haut. Le toit de Khitout est constitué de 2 dalles inclinées se rejoignant au centre, formant un toit pointu ou à pignon. Sur le mur, se dresse une haute niche à degrés, tel un cadre vide, sans sculpture ni inscription permettant d'en comprendre la fonction. Plus tard, des sondages modernes exploreront de minuscules conduits partant de cette chambre. De retour dans la grande galerie, en grimpant jusqu'à son sommet, on atteint une plateforme de pierre surélevée, souvent appelée le grand degré. À partir de là, le sol s'aplanit. Les murs passent du calcaire clair au granit rose et l'on pénètre dans l'espace le plus finement ouvragé de la pyramide. La chambre du roi. Cette pièce rectangulaire en granit mesure environ 10,5 mètres de long, 5,2 mètres de large et un peu moins de 5,8 mètres de haut. Chaque surface, le sol, les murs, les imposantes poutres de la toiture plate, est en granit rose extrait de carrières situées très au sud, au-delà de l'actuel Assouan. Le travail est d'une perfection absolue. 5 couches d'énormes blocs de granit recouvrent chaque mur, avec des joints si fins qu'ils sont à peine visibles. La pièce est dépourvue de décoration, seule la géométrie parfaite et une précision délibérée se dégageant de la pièce. Contre le mur ouest se trouve un grand sarcophage de granit. Ses dimensions sont révélatrices, plus larges que les passages les plus étroits qui y mènent. Il n'a pu être installé après l'achèvement de la pyramide. Des mesures précises effectuées au 19e siècle ont prouvé qu'il avait dû être placé dans la chambre avant la pose du toit, alors que la partie supérieure de la pyramide était encore ouverte. Ce n'est qu'alors que les bâtisseurs purent fermer la chambre et sceller les racines situées derrière. Au-dessus de la chambre du roi se trouve une autre caractéristique remarquable. 5 espaces, bas et plats superposés. Aujourd'hui connus sous les noms de chambre de Davidson, chambre de Wellington, chambre de Nelson, chambre de Lady Arbuthnot et chambre de Campbell. Ces espaces, appelés chambres de décharge, constituaient la solution apportée par les bâtisseurs de l'Antiquité à un problème majeur. Comment empêcher le poids sain? Le poids massif des pierres situées au-dessus d'écraser la chambre située en dessous. Ils ont utilisé de grosses belles poutres en calcaire, disposées en pignons, probablement pour répartir le poids de la pyramide loin de l'empilement de chambres et de la chambre royale située en dessous, grâce à la création de vides horizontaux entre les couches de pierre. Le poids est ainsi réparti sur les murs, au lieu de s'exercer directement sur le toit. La chambre sommitale possède même un toit pointu qui contribue à dévier la pression sur les côtés. Les poutres de granit qui forment le toit de la chambre du roi sont énormes. Dans l'architecture royale égyptienne, de telles poutres peuvent peser plusieurs dizaines de tonnes chacune. Sans le système de vide superposé au-dessus, ces espaces finiraient par se fissurer sous le poids. Ils n'étaient pas destinés à être vus. Purement fonctionnels, ils constituaient un chef-d'œuvre d'ingénierie structurelle. En retraçant mentalement le parcours à rebours, l'agencement apparaît parfaitement logique. On trouve d'abord le passage ascendant, dissimulé derrière des bouchons de granit et incliné selon le même angle que le passage descendant. Celui-ci mène à la grande galerie, un long hall escarpé doté de corniches et d'encoches qui servait probablement à hisser et à placer de lourds bonnes à bloc. De là, un couloir latéral mène à la chambre de la reine, une pièce en calcaire finement travaillée, coiffée d'un toit pointu et agrémentée d'une niche mystérieuse. Au sommet de la galerie, un grand escalier conduit à la chambre du roi, un rectangle de granit parfait abritant un sarcophage placé avant la fermeture du toit. Au-dessus, 5 chambres de décharge superposées protègent la toiture de l'effondrement. Et c'est là que réside la question la plus importante. Si tant de planification et de savoir-faire sont manifestes dans les parties visibles, que cachent les vestiges invisibles? Pour le découvrir, il nous faut examiner comment les technologies de numérisation modernes
permettent désormais d'explorer les strates de pierre de la pyramide sans déplacer un seul bloc, révélant ainsi des chambres cachées grâce à ces technologies de pointe. Pendant près de 200 ans, quiconque explorait l'intérieur de la grande pyramide de Khufu devait se contenter de marteaux, de burins, de compas et d'escalader la structure à la force des bras. C'était un travail lent, dangereux et parfois destructeur pour l'édifice. Mais au cours de la dernière décennie, tout a changé. Aujourd'hui, les chercheurs disposent d'outils capables de voir à travers la pierre sans la toucher, comme des rayons X appliqués à une pyramide entière. Ils utilisent des détecteurs de particules qui contiennent les muons, de minuscules particules subatomiques qui tombent de l'espace chaque seconde. Ils utilisent un radar à pénétration de sol pour repérer les variations de densité de la pierre. Ils utilisent des et des ultrasons pour cartographier l'assemblage des blocs géants. Ils utilisent des caméras aussi fines qu'un crayon, capables de se glisser dans les fissures sans déplacer une seule pierre. Ces techniques ne remplacent pas l'archéologie, elles la perfectionnent. Elles ont déjà permis de révéler des espaces cachés dont personne ne soupçonnait l'existence. L'une des plus grandes avancées a été rendue possible grâce à la radiographie muonique. Les muons se forment dans la haute atmosphère terrestre lorsque les rayons cosmiques percutent les molécules d'air. Ces muons, émis en continu, traversent tout, pierre, métal et même les êtres humains. La pierre dense en absorbe une partie, tandis que les espaces vides en laissent un passer davantage. En mesurant le nombre de muons qui traversent la pyramide sous différents angles, les chercheurs peuvent repérer des cavités cachées à l'intérieur de celle-ci. Fin 2017, une équipe internationale a publié un article révolutionnaire dans la revue Nature. Ils ont révélé l'existence d'un immense espace vide inconnu d'environ 30 mètres de long au-dessus de la Grande Galerie. Cet espace est désormais appelé le Grand Vide. Il s'agissait de la première structure interne majeure découverte dans la Grande Pyramide depuis le 19e siècle. Et ce n'était pas un hasard. 3 types différents de détecteurs de muons, placés à 3 endroits distincts, l'ont tous détecté. La fonction de ce grand vide demeure un mystère, mais les données scientifiques qui le confirment sont solides. La même technique a par la suite révélé un autre espace caché, cette fois-ci beaucoup plus proche de la surface de la pyramide. En mars 2023, l'équipe de Scan Pyramids a annoncé la découverte d'un vide en forme de couloir derrière les blocs à chevrons, au-dessus de l'entrée nord d'origine. Cet espace mesure environ 9 mètres de long et environ 2 mètres sur 2. Il se situe juste derrière la face nord, au-dessus du passage d'entrée. Cette découverte ne repose pas uniquement sur l'analyse des muons. L'équipe a vérifié la forme du vide à l'aide d'un radar à pénétration de sol et d'ultrasons. Puis, à travers un interstice entre les pierres, elle a introduit une caméra fixée à un endoscope d'à peine 5 mm de large. Les images ont révélé un couloir parfaitement rectiligne, tapissé de blocs de calcaire lisse et surmonté d'un toit reprenant le motif à chevrons visible de l'extérieur. La plupart des experts pensent que cette structure a été construite pour alléger le poids au-dessus de l'entrée, mais l'équipe précise qu'il ne s'agit que d'une hypothèse parmi d'autres, tant que la zone n'aura pas été davantage étudiée. Ce qui est frappant, c'est l'évolution du processus d'exploration. Plus personne ne perce de murs ni n'arrache de pierres. Désormais, la recherche commence par un balayage. Ce n'est que si les résultats sont concluants que les chercheurs perçent une ouverture minuscule pour y insérer une caméra. Ils peuvent ainsi cartographier les espaces cachés et même observer l'intérieur sans endommager la structure. Tous les mystères de la pyramide ne nécessitent pas la physique des particules pour être résolus. Certains des indices les plus intrigants proviennent de 2 étroits conduits situés dans la chambre de la reine. On les appelle souvent puits d'aération, mais ils ne mènent en réalité pas à l'extérieur. Au lieu de cela, elles s'élèvent en pente douce et se terminent par de petites obstructions mystérieuses. Leur histoire commence en 1872, lorsque l'ingénieur britannique Wayneman Dixon examine les murs de la chambre de la reine et découvre les ouvertures des 2 puits. À l'intérieur, il met au jour 3 objets, plus tard connus sous le nom de reliques de Dixon. Un crochet en cuivre, une boule de dolorite et un fragment de bois de cèdre. Ce dernier disparaît ensuite des archives pendant des décennies, jusqu'en 2020.
date à laquelle le personnel de l'Université d'Aberdeen découvre qu'il faisait partie de leur collection depuis les années 1940. Plus d'un siècle après la découverte de Dixon, des robots poursuivent les investigations. En 1993, l'ingénieur allemand Rudolf Gottenbrink envoie un petit robot chenillé, UPOIT-2, dans le puits sud. Ce puits ne mesure qu'environ 20 cm x 20 cm, mais le robot parcourt près de 8,5 mètres depuis la chambre avant que sa caméra ne s'arrête. Surprise par un élément inattendu. Un bloc de calcaire lisse s'emboîtait parfaitement dans le puits grâce à 2 minuscules poignées en cuivre. Il ressemblait à une porte scellée et non à un simple blocage. En 2002, un autre robot, Pyramid Rover, perça un petit trou dans ce bloc et observa l'intérieur en direct à la télévision. Derrière, à quelques centimètres seulement, se trouvait un autre bloc de calcaire, formant une seconde barrière étanche. Lorsque l'équipe examina le puits nord, elle découvrit une pierre de blocage similaire, à une distance presque identique de la chambre que dans le puits sud. Cette similitude suggérait fortement une intention symbolique délibérée. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'équipe GD en a mis au point une sonde flexible en forme de serpent, capable de se plier et de se tordre à l'intérieur du puits sans abîmer la pierre. Ils l'ont réintroduite dans le puits sud par la petite ouverture de la première porte, puis dans l'espace situé au-delà. La sonde a alors pris des images haute résolution, révélant de fines marques rouges sur le sol, probablement d'anciennes marques de mesure ou d'alignement. Les ingénieurs de l'Université de Leeds qui ont construit la sonde ont expliqué la complexité de l'opération. Le puits mesure moins de 20 cm de large et remonte sur environ 60 mètres. Chaque élément du robot devait être léger, précis et capable de négocier des virages serrés. Ces nouvelles images n'ont pas résolu le mystère, mais elles ont remplacé des années de spéculation par des preuves notées concrètes. En reliant toutes ces découvertes, un schéma se dessine. La détection par muon révèle de vastes cavités cachées, comme le grand vide ou le couloir North Ace. Le radar et les ultrasons confirment leur forme. Puis, une minuscule caméra offre un premier aperçu de l'intérieur. Le grand vide situé au-dessus de la grande galerie a suivi exactement ce processus. La détection par balayage de particules l'a révélé. Plusieurs détecteurs l'ont confirmé et l'étude a été validée par des pairs dans une revue scientifique de premier plan. Il est tentant d'imaginer que le mot « vide » signifie « chambre au trésor ». Cependant, les preuves ne permettent pas de tirer cette conclusion hâtive. Ce grand vide pourrait être un espace construit pour alléger la structure au-dessus de la grande galerie, un passage de construction scellé ou quelque chose d'inattendu. Le couloir de la face nord pourrait faire partie du système d'allègement de la pyramide ou être lié à la construction de son entrée. Les conduits de la chambre de la reine ont manifestement été conçus intentionnellement, mais la raison de leur obstruction demeure un mystère. 2 leçons importantes se dégagent de tout cela. Premièrement, la Grande Pyramide recèle encore bien plus de secrets que les espaces accessibles au public. Deuxièmement, la physique et la robotique moderne peuvent révéler ces secrets sans causer de dommages. C'est pourquoi chaque nouvelle image et mesure doit être comparée à l'ensemble de nos connaissances sur les méthodes de travail des bâtisseurs antiques, leurs techniques d'ingénierie, leurs conceptions symboliques et leurs techniques de construction. Dans la prochaine partie de notre récit, nous sortirons de la pyramide elle-même et explorerons le monde qui l'a maintenue en vie, la vie autour de la pyramide. Sortez de la grande pyramide de Khufu et vous comprendrez vite que Gizeh est bien plus qu'un simple amas de pierres. Juste au sud, un événement incroyable s'est produit. En 1954, des ouvriers qui déblayaient la zone ont mis au jour 2 longues fosses en forme de bateau. En ouvrant la première, ils ont découvert plus d'un 0 morceau de bois ancien, soigneusement empilé comme les pièces d'un gigantesque kit de construction, qui attendait depuis plus de 400-600 ans. L'archéologue égyptien Kamal al-Malik comprit immédiatement qu'ils avaient découvert un trésor royal. Un navire en bois grandeur nature datant de l'époque de Khufu. Le principal restaurateur d'Égypte, Ahmed Yousf Mustafa, consacra alors des années à le reconstituer patiemment, planche par planche. Une fois restauré, le navire était impressionnant.
Long d'environ 43 mètres de la proue à la poupe et large de près de 6 mètres, il était construit principalement en cèdre du Liban importé, assemblé sans un seul clou métallique. Ce n'était pas une maquette, mais un véritable navire de haute mer, l'un des plus beaux navires en bois ayant survécu dans le monde antique. Pendant des décennies, le navire restauré fut exposé dans un petit musée joutant la pyramide. En 2021, afin de la protéger de l'humidité et de la dégradation, l'épave a été soigneusement déplacée au nouveau Grand Musée égyptien, où elle repose désormais dans une salle climatisée. À côté de cette première fosse se trouvait une seconde fosse, encore scellée. Pendant des années, les experts l'ont laissée intacte, sachant qu'une fois ouverte, la fragilité du bois nécessiterait des travaux d'urgence et coûteux. Cette opportunité s'est présentée grâce à un partenariat avec le Japon. En 2013, l'Agence japonaise de coopération internationale, GIK, a octroyé 2 millions de dollars pour financer les fouilles et la conservation de la seconde embarcation. 8 ans plus tard, en 2021, la JICA a promis 3 millions de dollars supplémentaires pour achever sa restauration et l'exposer aux côtés de la première, au Grand Musée égyptien. C'était un travail lent et minutieux. Tester, documenter, soulever et stabiliser chaque pièce, car la moindre précipitation risquait de la détruire. Pourquoi ces navires étaient-ils enfouis ici? Selon une croyance de l'Égypte antique, le dieu Soleil naviguait dans le ciel le jour et dans le monde souterrain la nuit. De nombreux érudits pensent qu'il s'agissait des bateaux solaires de Khufu, destinés à l'emmener dans l'au-delà. D'autres suggèrent donc qu'ils ont servi lors de son cortège funèbre le long du Nil. La perfection de l'assemblage du premier bateau, ses cordages et l'absence de mât alimentent encore le débat. Mais quel que soit leur usage, leur présence près de la pyramide associe directement la sépulture de Khufu à l'idée du voyage sur l'eau à travers le temps et vers l'éternité. Si vous vous dirigez vers l'est de la pyramide, vous découvrirez une toute autre histoire, celle des personnes qui ont rendu tout cela possible. Au début des années 1990, des archéologues ont mis au jour des tombes d'hommes et de femmes ayant travaillé à la construction des monuments de Gizeh. Il ne s'agissait pas de charniers d'esclaves maltraités, mais de sépultures simples et respectueuses, souvent accompagnées de jarres de pain et de bières déposées auprès des défunts pour l'au-delà. Cette découverte a balayé l'image véhiculée par Hollywood des esclaves bâtissant les pyramides. Au contraire, cela a confirmé ce que de nombreux égyptologues avançaient déjà. Les pyramides ont été construites par des équipes organisées d'ouvriers égyptiens, rémunérés, nourris et fiers de leur travail. Les fouilles ont même révélé un système de rotation. Les équipes se travaillaient par roulement pendant environ 3 mois, puis rentraient chez elles. Juste au sud-est du Sphinx se trouvent les bâtissants et les vestiges de leur habitat. Ce site, appelé Hayt el-Ghurab, le mur du corbeau, tire son nom d'une imposante porte de pierre qui est encore visible aujourd'hui. À partir de la fin des années 1980, des archéologues, en collaboration avec des chercheurs spécialisés dans l'Égypte antique, ont commencé à mettre au jour une cité ouvrière planifiée, s'étendant sur plus de 7 hectares. Elle comprenait de longues galeries semblables à des casernes, de grandes boulangeries et des bâtiments administratifs. Des amas d'ossements d'animaux, de moules à pain et de jarres de bière cassées ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un campement temporaire, mais d'une base étatique entièrement organisée, construite pour assurer la continuité des travaux de construction des pyramides. L'alimentation y était impressionnante. L'analyse des ossements révèle que les ouvriers consommaient principalement du bœuf, du mouton et de la chèvre. D'après le nombre d'ossements et les besoins caloriques liés à un travail aussi pénible, les chercheurs estiment que les équipes consommaient environ 1,8 kg de viande par jour, soit près de 2 tonnes. Seule une administration centralisée et bien financée aurait pu assurer un tel approvisionnement alimentaire. Les documents écrits et les fouilles archéologiques menées dans les cuisines confirment le reste du menu. Du pain en grande quantité et de la bière à profusion étaient distribués selon les rations standards. C'était le régime alimentaire des ouvriers qualifiés et non celui de captifs affamés. Les sépultures elles-mêmes le confirment. Certains squelettes sont mal présents des fractures bien fractures bien consolidées, ce qui signifie que les ouvriers bien blessés étaient soignés et pouvaient se rétablir. D'autres portent des traces d'intervention chirurgicale.
Ces personnes n'étaient pas considérées comme jetables. C'étaient des ouvriers qualifiés et précieux qui recevaient des soins en cas de besoin. Gizeh n'était pas qu'un simple chantier, c'était aussi une scène royale. En 1925, au nord-est de la pyramide de Khufu, une expédition de Harvard-Boston dirigée par George Reiner découvrit un puits chambranle profond, aujourd'hui appelé G7000X. Au fond, à environ 27 mètres de profondeur, gisaient les objets funéraires de la reine Edarzai, mère de Khufu. Sa chambre regorgeait de trésors, un lit à baldaquin, un trône, un fauteuil de transport, des coffrets à cosmétiques et de précieux vases. Mais son corps avait disparu et même son sarcophage d'albâtre était vide. Les érudits débattent encore des circonstances de sa disparition. Selon une théorie, elle aurait été initialement inhumée à Dahshur, mais après le pillage de sa tombe, ses trésors auraient été transférés à Gizeh sans sa momie. Quoi qu'il en soit, cette découverte nous offre un aperçu rare et précieux du luxe de la 4e dynastie égyptienne. À l'est de la pyramide de Khufu se dressait son temple funéraire, relié à un temple de la vallée près du Nil par une chaussée de pierres surélevée. Ce dernier est aujourd'hui enfoui sous le village moderne, mais des vestiges du temple funéraire subsistent. Des archéologues ont mis au jour les vestiges d'une vaste cour bordée de piliers crossepillés de granit rouge et de murs de calcaire ornés de scènes du jubilé du 30 et anniversaire du règne de Khufu, qui renouvelait le pouvoir d'un pharaon. Ce temple n'était pas un entrepôt, mais un lieu sacré où se déroulaient les rituels quotidiens. Les prêtres y apportaient des plateaux de pain et de bière, non pour leur propre consommation, mais pour nourrir l'esprit du roi et assurer sa pérennité. Au sud des pyramides principales se dresse un monument qui a intrigué les visiteurs pendant des siècles. Un bloc de roche à degrés recouvert de calcaire fin, agrandi par la suite pour former ce qui ressemble à une petite pyramide. Les premiers voyageurs pensaient qu'il s'agissait d'une 4e pyramide de Gizeh. Aujourd'hui, nous la connaissons comme le tombeau de la reine Kentire, probablement fille de Manower et mère ou épouse de rois ultérieurs. Son tombeau, construit en 2 phases, mêle les caractéristiques d'une mastaba et d'une pyramide. Il repose sur un îlot rocheux sculpté, recouvert de pierres de Tur d'un blanc éclatant, et abrite un petit village et un centre de culte dédié à perpétuer son souvenir. De profil, il ressemble effectivement à une pyramide, ce qui explique son ancien surnom. Quand on met en perspective toutes ces découvertes, Gizeh change complètement de perspective. Ce ne sont plus seulement 3 pyramides géantes et le Sphinx, mais un véritable écosystème vivant. C'était un lieu d'échange et de vie. Le trafic fluvial y apportait du bois de cèdre, de la nourriture et de la pierre. Les constructeurs navals fabriquaient d'immenses navires sans clous. Cuisiniers et brasseurs nourrissaient les équipages. Les maçons taillaient, transportaient et posaient les blocs avec précision. Les prêtres accomplissaient des rituels dans des cours de granit et de calcaire. Les familles ont enterré leurs proches avec du pain et de la bière. L'événement était grandiose, mais il était uni par une idée. Même après la mort, un roi doit continuer à voyager, à régner, à aller de l'avant. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.